Bienvenue à The River, le podcast de Swiss Banking. Mon nom est Karine Riel. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la gestion de fortune, un sujet essentiel pour comprendre l'univers des investisseurs. Pour explorer ce thème sous différents angles, je suis accompagnée par deux expertes au profil différent mais tellement complémentaires. Bienvenue Valérie Lemaigre. Merci. En tant que chef économiste de la Banque cantonale de Genève, vous apportez un regard global avec une approche résolument tournée vers l'analyse macroéconomique. Vous traitez des cycles économiques, des politiques monétaires, des tendances structurelles. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous décrire brièvement votre rôle au sein de la BCGE? Oui, effectivement, je construis les perspectives économiques et financières qui vont servir à la fois au développement des différentes entités de notre banque universelle et qui peuvent aussi être un soutien pour la gestion d'allocation d'actifs de nos clients. Et nous avons aussi la chance d'avoir avec nous la responsable du trading de la banque SIDS, Valérie Noël. Bienvenue. Merci, merci. Alors vous, vous êtes du côté de la microéconomie, au plus près des entreprises, des secteurs et des dynamiques de marché. Vous pouvez aussi nous décrire sous quelle casquette vous agissez au sein de la banque SIDS? Alors, oui, je suis responsable donc de la salle des marchés, donc multi-assets, je chapeaute tout ce qui est, actions, obligations, produits structurés, FX, métaux et crypto depuis une année ou 2. Et voilà, donc on est le centre pour les clients accès direct, pour les gérants externes, de Suisse et spécialement de Genève, mais également, pour les clients privés, donc qu'on appelle les high net worth, clients. Très bien, je vous remercie. Alors, toutes deux, vous représentez des disciplines qui sont déterminantes lorsqu'il s'agit de gérer des actifs financiers de manière professionnelle. Grâce à vos deux perspectives croisées, nous allons pouvoir décrypter différents aspects liés à la gestion de fortune. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser quelques questions en référence au titre du podcast The River, qui représente une métaphore de la vie. Alors, la gestion de fortune, c'est naviguer entre les rapides du court terme et les eaux profondes du long terme. Comme un fleuve, la gestion de fortune consiste à trouver le juste équilibre entre remous et fluidité, entre stabilité et risque. Comment, Valérie Lemaigre, naviguez-vous en fait afin de trouver cet équilibre? Alors, je pense qu'il est important, c'est de pouvoir identifier les flux, de les comprendre, de les suivre, voire même de pouvoir les retenir sur certains, certains aspects. Et puis, finalement, d'arriver comme le fleuve sur une grande zone, une mer ou un lac, pour pouvoir avoir exactement cette stabilité qui aura été expliquée par les flux précédents. Donc, c'est naviguer entre du court terme, de la résilience et puis du long terme de la stabilité comme le lac. Avez-vous déjà eu, vous, Valérie Noël, le sentiment d'être emportée par le courant, que ce soit dans votre vie professionnelle ou privée? Et dans ces moments-là, vous avez plutôt fait preuve de résistance ou vous étiez plutôt dans le lâcher-prise? Alors je dirais, responsable d'une salle des marchés, effectivement, de toute façon, le fleuve, il y a des zones calmes, mais il y a aussi des remous, il y a des, tempêtes, il y a voilà, donc il faut, comme disait, Valérie, il faut savoir gérer un petit peu toutes ces émotions et gérer l'émotion aussi des clients, parce que ça passe aussi beaucoup par ça. Donc naturellement, quand il y a le ciel bleu et que tout va bien, ils ont moins besoin de nous, mais dès que voilà, l'orage arrive, ils sont toujours très contents de nous appeler et voilà, et qu'on soit là un petit peu pour les soutenir et maintenir ce cap. Mais reviendrons aussi sur ce côté émotionnel qui est très important. Donc une rivière peut suivre son chemin naturel, mais des digues peuvent empêcher, les débordements. Comment définissez-vous ces digues, ces garde-fous en fait, afin que, en matière de gestion de fortune et quel rôle joue aussi, l'humain justement dans ce processus? Alors, au niveau des digues, j'imaginerais plutôt l'idée de la gestion du risque, parce que finalement la digue, ça va permettre d'éviter, temporairement en tout cas des catastrophes. Donc c'est dans ce sens-là que j'imaginerais votre digue. Maintenant, on ne peut pas retenir non plus un flux, constant, important et puis très puissant. Donc il faut pouvoir, gérer entre, naviguer plutôt au-dessus de la digue et puis, avoir certains garde-fous et de contrôle de risque essentiellement.
J'aimerais vous demander à vous 2 si vous avez une rivière préférée? Non, pas spécialement, je pense qu'il faut aussi, enfin, en tout cas dans le trading, tout ce qui est synonyme d'eau, c'est un peu tout ce qui est le flux, c'est la liquidité et voilà, pour moi, tant qu'il y a la liquidité, le flux est là, les trends sont là et de temps en temps, il faut savoir peut-être à nager à contre-courant, mais se faire emporter par le flux ou par le trend, c'est quelque chose, où il faut se laisser porter. Justement, une rivière n'est pas linéaire. Alors, comment est-ce que vous composez avec les phases d'euphorie et des marchés et les moments de forte volatilité? En fait, comment vous gérez ces phases qui peuvent être très stressantes et très déstabilisantes? Oui, après tout dépend du client et de ses attentes à lui, mais en trading, il faut avoir un plan, en fait. Pourquoi est-ce qu'on achète quelque chose? Quelle est l'optique? Dans combien de temps? Enfin, quel return est-ce qu'on va avoir? Quels risques on veut prendre pour prendre un peu la digue de tout à l'heure? Est-ce qu'il faut placer des stop loss? Il faut passer peut-être pas forcément des stop profit parce qu'on peut voir que si on garde sur du long terme, effectivement, les returns peuvent être plus ou moins grand. Si on aime une compagnie, généralement, si on l'aime aujourd'hui, on peut aussi l'aimer dans 10 ans. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir un plan de pourquoi on fait quelque chose et au trading particulièrement. Vous, Valérie Lemaigre, avez-vous une rivière préférée? En tout cas, moi, je choisirais plutôt une rivière d'eau fraîche, tonifiante. Je pense que c'est là-dedans qu'on est au jour le jour, hein, dans la dynamique des marchés où il faut pouvoir l'affronter, hein. Une douche froide le matin, c'est un regain d'énergie. Donc, je serais plutôt dans ce style de rivière, de montagne un peu fraîche, oui. Alors, évidemment, la rivière de montagne, comme je le disais tout à l'heure, il faut l'associer, vous le dites aussi, à la vision, une vision de moyen long terme plus stable. Mais on sait qu'une rivière ou un fleuve, ça débouche sur euh, une grande amplitude d'eau. Donc voilà, il y a un peu ce côté à la fois calme, stable, et puis ce côté dynamique, tonifiant qui doit rester omniprésent dans nos fonctions systématiques. La Suisse est le leader mondial de la gestion de fortune transfrontalière pour la clientèle privée. 45% des actifs gérés dans notre pays proviennent de clients étrangers. Vous êtes toutes les deux dotées d'une expérience internationale dans le domaine de la gestion de fortune. Selon vous, qu'est-ce qui rend la Suisse si particulière? Et quelle différence voyez-vous avec d'autres places financières? Vous voulez commencer? Voilà, je pense déjà qu'on a une compétence très particulière en Suisse, donc je dirais la compétence. Je pense que les gens viennent, déposent leur argent, c'est une des raisons pour laquelle ils déposent leur argent. Je pense qu'il y a le fait que, il y a le côté encore confidentiel, même s'il y a plus le secret bancaire, on est quand même un peuple et assez discret, donc tout est fait de manière, discrète et ben, oui, confidentialité, en fait, finalement, ça va un petit peu avec la confiance aussi. Voilà, je pense également, voilà, ils viennent je dirais la compétence, la confiance et la confidentialité et après, bah, bien sûr, on a un pays où on a une stabilité politique, qui fait que je pense que ça aide aussi pour notre clientèle. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Valérie Lemaigre? Oui, volontiers. Enfin, moi, je suis arrivée de Luxembourg, autre place de gestion aussi de fortune, à l'époque en 2002. Et effectivement, je pense que la réputation suisse est une réputation d'expertise de longue haleine, de services personnalisés. Et je pense que ça, dans la gestion de fortune, c'est déterminant. Donc, c'est un peu l'image que ça a donné en 2002. Maintenant, je rajouterai vos éléments depuis l'ensemble des crises et puis les phénomènes géopolitiques. Je crois qu'aujourd'hui, la stabilité politique de la Suisse, son système de démocratie politique, la stabilité de la devise est devenue très important au sein de toutes ces entités européennes ou internationales. Et puis, cette compétence, cette qualité. On connaît le Suisse indépendamment de la gestion de fortune pour sa qualité. Et donc, je reviens sur je pense, la principale caractéristique, c'est le service personnalisé. Et quand vous parlez avec, des clients, qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Quels sont les atouts qui les ont, des clients étrangers surtout, qui les ont attirés en fait pour investir, dans les banques suisses en Suisse? Bon, je pense une des raisons qu'on a dit tout à l'heure, je pense que la compétence, la confiance, en fait, on est aussi alors si je parle actuellement du trading, mais on est multi-asset, donc on a la capacité de traiter,
dans tous les pays du monde, pratiquement toutes les devises. Donc comme on a un petit pays, bon, on doit forcément s'ouvrir vers l'extérieur et du coup, on est capable de traiter des produits, sur des places de marché, exotiques et pas toutes, en tout cas les salles du monde entier sont capables peut-être d'offrir ce service bespoke et du coup cet accès, qu'on offre aux clients. Et comment les banques instaurent-elles la confiance en période d'incertitude géopolitique, d'inflation et de changements rapides? Alors, en tout cas, je pense que ce qui est très important dans cette, gestion des personnes, c'est le fait de d'abord bien comprendre ces mouvements, pouvoir les expliquer simplement et leur donner des repères d'analyse qui sont assez systématiques. Parce que finalement, les événements géopolitiques changent un peu tous de nature, mais leur impact est au niveau de la gestion, surtout au niveau des scénarios économiques en particulier, leur impact passe par des variables de transmission. Et donc, je pense qu'il faut en permanence expliquer les phénomènes, pouvoir bien montrer qu'on les comprend pour, in fine, donner un comportement pragmatique par rapport à la gestion qu'on va faire du capital des personnes en lien avec cet environnement-là. J'aimerais savoir maintenant comment, les gestionnaires, de fortune gardent-ils une vue d'ensemble alors que les marchés sont en constante fluctuation? Ben, je pense qu'une partie du travail, ben, de tout gérant, c'est vraiment, connaître son client et ça, c'est vraiment je pense que ça commence par ça. Finalement, après faire un plan voilà, de voir ses besoins, ses envies et le rôle, je pense, d'un gérant, c'est vraiment d'avoir ce dialogue avec le client qui fait qu'on peut faire une feuille de route et puis appliquer. Donc ça, je dirais que c'est la base et puis après effectivement, vu tout ce qui se passe, le marché bouge toujours très vite, hein. Du soir au matin, il y a des nouvelles choses, et du matin au soir également. Donc du coup, il faut avoir cette agilité et puis si on a une bonne feuille de route pour savoir où on va, après on peut toujours, tactiquement changer deux trois choses. Mais voilà, je pense que le know your client, comme on dit, ou connaître son client, c'est quelque chose d'essentiel. Et quel est le dialogue en fait, entre vos équipes, entre les desk trading et puis, les équipes d'investissement? Comment s'établit la collaboration entre les économistes, les analystes, les gérants et les traders? Mais justement, alors je rebondis sur cette intervention finalement en disant, on a plusieurs types de clients dans la gestion de fortune. Vous aurez des clients qui aiment la dynamique, la spéculation, le tactique, qui vont vouloir être dans les produits sophistiqués avec des gains plus rapides. Et puis, vous avez une série de clients qui vous déposent avec confiance votre capital et qui préfèrent construire à moyen terme la performance sans vouloir saisir l'opportunité du court terme ou des creux et des rebonds. Donc je pense que c'est ce que vous disiez Valérie, la caractéristique principale, c'est de bien connaître son client et de voir dans quelle mesure déjà ces approches sont complémentaires pour lui ou il y a une approche qui le rassure plus qu'une autre. Donc c'est ça qui va permettre de passer à travers finalement toutes ces vagues et ces mouvements, c'est que vous pouvez combiner les 2 approches. Une approche plus rapide, plus tactique et puis une approche plus de construction de moyen terme. Oui, après, je pense qu'entre, les services, voilà, que ce soit, les analystes ou, les économistes et le trading ou les gérants, c'est que, en tout cas pour parler du trading, c'est que on a une autre sensibilité. On voit des mouvements de flux, on voit des que pas forcément donc nous, je dirais que c'est du vraiment très, très court terme. On va voir des choses très, très court terme que, voilà, tout ce qui est, analyse financier ou, comité d'investissement, voilà, ils auront une vue un peu plus long terme et nous, on est plus là pour, voilà, pour le très court terme. La gestion de fortune a passablement évolué ces dernières années. Valérie Lemaigre, comment est-ce que vous décririez-vous, l'évolution des processus de gestion de fortune depuis que vous avez commencé à travailler dans la finance? Ah, c'est une question très intéressante. Est-ce que les processus, ont changé? Je pense les processus sont un peu en lien avec la nature même de votre approche, de la gestion.
Ce qui change aujourd'hui ou qui a pu changer dans les différentes années on va dire, de ma carrière, c'est tous les instruments auxquels on a eu accès au cours de cette évolution-là et qui ont pu, rationaliser, optimiser des processus de base qui sont quand même un peu toujours basés sur le même type d'analyse. C'est-à-dire, vous allez approfondir, en tout cas dans mon cas et pour la banque comme pour d'autres interventions, vous allez aller approfondir la nature du cycle. Cette nature-là, elle va vous permettre de distinguer des tendances ou des phénomènes plutôt de plus court terme, même si le court terme n'est pas un court terme de salle de marché, parce que le court terme, ça va être sur l'année. Et à partir de ce cadre de réflexion, ensuite, vous appliquez sur comment les marchés vont réagir, les politiques monétaires doivent réagir à ces facteurs-là, etc. Et dans ce contexte-là, vous construisez du macro au micro en allant vérifier vos perceptions de la structure du macro dans les sociétés, que nous disent les sociétés, que nous disent les analystes qui sont sur le terrain pour vraiment combiner cette approche, avoir une compréhension finalement du marché actuel et de comment le cycle va le pousser vers le futur. Donc, je dirais que l'approche pour moi, n'a pas tellement changé sur les 30. Allez, dans la banque, c'est plutôt 25 années que je suis dans l'asset management. Les processus n'ont pas fondamentalement changé. Par contre, les instruments et la rapidité, la productivité, la rationalisation de ces processus, c'est elle qui a le plus évolué. Et Valérie Noël, par rapport, aux nouveaux flux, comment est-ce que vous, heu, percevez ces nouveaux flux? Alors pour faire le lien avec, ce que Valérie disait et la base de votre, question d'avant, je pense qu'il y a aussi beaucoup changé, en tout cas chez nous, c'est la régulation. Donc, la régulation a fait qu'il y a eu toute une nouvelle évolution qu'il y a eu depuis 30 ans et effectivement les outils, hein, comme Valérie le disait, effectivement, surtout au trading. Moi, j'ai commencé, il y avait le ticket rose et le ticket, bleu, hein, pour achat ou vente et puis, bah, maintenant, on n'entend presque plus rien dans une salle trading. Il faut allumer la télé pour avoir un peu de bruit. Donc, ça a quand même pas mal évolué et tous ces instruments ont fait qu'il y a aussi une démocratisation, de la finance, hein, puisque maintenant, on va dire que près de 50 du stock, du marché pardon, US est détenu par, presque monsieur et madame tout le monde aux États-Unis. Donc cette démocratisation de la finance a fait qu'on a un tout nouveau flux, hein, qu'on appelle les retail investors pardon, les investisseurs particuliers, font que, la finance d'avant qui était vraiment, qui privilégiait en fait que les, banques ou gérants de fortune, ben, maintenant, même si on n'est pas, si on n'a pas son gérant de fortune, on est capable, avec les banques en ligne également, de pouvoir acheter et vendre des actions. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu une grosse évolution, surtout ces dernières années, grâce, à ces banques en ligne, qui fait que la finance est, directement démocratisée et que maintenant, bah, tout le monde est intéressé en tout cas, par, la bourse, les salles des marchés, et les actions. Donc, il y a eu un gros changement, en 30 ans de carrière entre les tickets, physiques et maintenant, voilà, beaucoup de choses sont électroniques, il y a beaucoup de il y a beaucoup de fonds aussi. Avant, il y avait vraiment des gérants de fonds, actifs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des quants. Il y a aussi pas mal d'algorithmes qui décident de ce qu'il faut acheter ou vendre. Donc, voilà, il y a eu quand même une grande évolution, en tout cas dans tout ce qui est salle des marchés. Et justement, donc ces nouveaux acteurs, qui sont apparus, comment est-ce que les banques, s'adaptent-elles pour répondre aux besoins des millénials, de la Gen Z, des jeunes héritiers, des clients qui sont plus mobiles, plus digitalisés? Et que recherchent ces nouveaux clients, en fait, en tant qu'investisseurs? Alors au niveau des nouveaux clients, moi je ne suis pas en contact avec eux, donc je ne vais pas vous parler en détail de cela. Je pense que ce qui est important aujourd'hui et ça fait suite au changement que vous mentionnez, c'est surtout la communication, la vulgarisation qui est très importante aujourd'hui pour intégrer, tout type d'investisseurs.
parce que c'est vrai que c'était un peu réservé à une tranche de population qualifiée qui pouvait comprendre un peu ce que faisait la finance. Aujourd'hui, on doit beaucoup plus expliquer, beaucoup plus communiquer pour toucher, c'est vrai, un public plus jeune, bien sûr, qui a envie de comprendre et de faire par lui-même, mais également le public plus âgé, qui est plus large, plus retail et qui a aussi besoin de comprendre. Ouais, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Donc, les banques digitales, elles remplissent un secteur qu'il y avait pas avant, en fait. Voilà, c'est la jeune génération, bah, c'est clair, tout est tactile, mais je pense qu'il y a encore, il y a encore vraiment de la place pour des banques qui font de la gestion de fortune traditionnelle. Il y a des gens qui sont très contents d'avoir rendez-vous avec la personne en charge de leur compte, qui puissent échanger, qui prennent le temps d'échanger, ce qui n'est pas forcément, le but d'une banque digitale où tout doit être très rapide. Et on voit, en fait, des clients qui ont finalement les 2 comptes. Ils aiment bien avoir leur banquier, leur gérant de fortune avec qui ils peuvent échanger, avec qui, ils peuvent parler de leur vie, de leur vue et cetera, et ils aiment quand même avoir, un compte digital où, à l'abri de tout regard, ils peuvent essayer, de faire, quelques trades, et on se rend compte que, voilà, enfin, je pense qu'il y a vraiment de la place pour les 2. Mmh. Oui, et puis moi, je pense vraiment que la transparence du processus est déterminante. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est le jeune qui va être peut-être plus à même de vouloir cette transparence, mais elle profite aussi à ceux finalement qui sont là depuis longtemps et puis qui comprennent de plus en plus ce qu'on fait et qui veulent comprendre de plus en plus. Mmh. Il y a même des influenceurs sur TikTok maintenant en Absolument, finance. Justement. paraît-il. Et vous disiez, votre fils s'est investi aussi? Non, alors moi j'ai 2 enfants qui sont encore, relativement jeunes, hein, parce qu'ils ont 10 et 12 ans, mais ils jouent, dans ces jeux en ligne, avec leurs camarades où ils peuvent déjà gagner, du bitcoin ou des dollars, en tout cas des capitaux, et donc du coup, c'est démocratique. Ils sont déjà, comment dire ça? Oui, ils sont déjà dans le mouvement de la finance, d'écouter comment ça se passe, mais qu'il faut investir dans quoi. Donc ils sont déjà, entraînés. Alors voilà, ça c'est vrai que c'est nouveau. Moi, à leur âge, c'était à des Avec TikTok? kilomètres de à des kilomètres de voilà, mais voilà. Et donc je pense que voilà, le nouveau monde, les intéresse en tout cas, depuis très, très tôt. Mmh. Et vous pensez que les investisseurs sont mieux préparés, aujourd'hui au cycle actuel qu'il y a 10 ans? Ils n'ont pas vu beaucoup de baisse, enfin, on a eu quand même un bull market. On a un bull market depuis très, très longtemps quand même. Alors oui, on a eu deux trois chutes assez brutales, mais finalement des remontées en V comme on appelle. Donc personne n'a vraiment connu le gros, gros crash comme on a eu en 2008. 2008 ou en 87. Donc on a eu, hein, des grosses cassures, mais qui sont remontées d'une manière, très rapide, et du coup, voilà, la crainte, c'est toujours un peu de se dire, si un jour elle revient, ben, il y a plus grand monde qui ont enfin, pas qui ont l'habitude parce qu'on s'habitue jamais, hein, d'avoir des gros crashs ou des drames, mais je ne sais pas si tout le monde serait préparé, hem, voilà, une volatilité qui commence à devenir extrême, et des chutes qui peuvent être vraiment vertigineuses. Souhaitez ajouter quelque chose peut-être? Ah, je vais renforcer en disant qu'en fait, le cycle économique n'a plus été interrompu par des raisons économiques. Donc, depuis 2008, vous avez raison, on a eu des crises, on a eu des chocs, mais ça n'est pas une interruption de cycle économique. Et ça, je pense que enfin, les nouveaux investisseurs, ou en tout cas les plus jeunes, n'ont pas encore connu de vraies crises économiques qui, si on reprend en 2008 la dernière réelle, qui prennent du temps avant d'être récupérées. Alors qu'effectivement, on s'est dit, les les différents creux de marché qu'on a connus 2018, 2020, 2022, finalement, un an après, on avait quasi récupéré, les niveaux précédents. Donc, c'est là où je pense que la différence par rapport au passé est importante. Et 1900, enfin, on a eu aussi 2000-2001. Alors, on parle de choc technologique, c'était pas que ça. Il y avait des raisons également économiques de ce choc, et ça, je pense qu'on l'oublie.
Et Mais pardon, oui, je, je vous je en vous non, interromps, non, mais je vous en l'IA va nous le rappeler. Oui. L'intérêt pour des actifs, alternatifs, le private equity, les cryptomonnaies ou les actifs, digitaux s'est accentué. Comment les banques adaptent-elles leur gamme de produits afin de proposer des solutions plus variées? Et quelles sont les nouvelles tendances? Alors je vais peut-être commencer. Alors c'est vrai que, on est une des rares banques privées à offrir du trading et de la custody des dépositaires en crypto. Donc et je fais partie du projet de base. Donc c'est arrivé en fait il y a 3-4 ans, enfin juste après, covid, lorsqu'on a eu beaucoup d'enfants de clients qui poussaient leurs parents à acheter, à investir en tout cas dans tout ce qui était, digital asset, on va dire ça comme ça. Et ben, les parents, ils appelaient le banquier et le banquier, il appelait, voilà, la salle. Et du coup, à l'époque, oui, il y avait 2-3 ETP, ETF au Canada, mais pas grand-chose. Et on s'est dit: «Bon, ben, sur l'immeuble, c'est marqué for the future, peut-être qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour le futur». Et là, il y a quand même une demande assez forte de la nouvelle génération, sur cette classe d'actifs. Donc on a commencé à regarder cette classe d'actifs comme ça et on s'est dit: «On va pas faire un outsource dans une banque digitale, mais on va l'inclure comme un nouvel asset class», comme voilà. Et du coup, c'est un projet qu'on a fait pendant, 18 mois avec nos régulateurs. Et maintenant, ben, voilà, maintenant on peut, traiter et custodier ces quelques tokens que l'on offre. Et on a quand même l'intérêt, que ce soit la nouvelle génération, mais également la génération qui est un peu plus, mature ou mûre, j'ai envie de dire, voilà, au début, c'était pas ré en tout cas, c'était pas régulé, de la même manière dont ça l'est aujourd'hui. Il y avait pas des ETF qui étaient sur tout ce qui était crypto. Donc naturellement, dès que la SEC aux États-Unis a approuvé les 11 ETF, en janvier, et après 2 ans, ça a donné un gros boost à l'offre. Mais voilà, c'est une demande quand même qui vient. Cette technologie, au-delà que ce soit de la crypto, et que c'est vrai que ça fait un peu peur, parce que tout le monde se dit: «C'est de la crypto-monnaie», on entend de tout, ça reste très émotionnel, hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas du tout. Généralement, c'est pas il y a pas de gris, ou les gens sont très blancs ou sont très noirs. Hem, mais donc du coup, quand on a des régulateurs qui viennent et qui approuvent indirectement, un ETF où le sous-jacent est, la crypto-monnaie, ben, du coup, ça a naturellement donné un boost. Et puis, bah, quand je reviens, oui, c'est une technologie. En fait, la blockchain est une technologie. Et voilà, il y a pas mal de gens qui investissent dans des tokens parce qu'en fait, ils aimeraient jouer la technologie qui va avec. Et ça, pas mal de gens l'oublient un petit peu. Puis après, juste pour finir, mais effectivement, private equity, naturellement, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Naturellement, on a aussi un desk pour ça. Et on se rend compte que pour avoir un portefeuille diversifié, ben, maintenant, il faut des actions, des obligations, mais il faut aussi on offre aussi une partie d'alternative parce que les clients le demandent. Souhaitez ajouter quelque chose? Mais moi, je vais parler peut-être en tant qu'économiste, hein. Dans une banque universelle, c'est évidemment pas vraiment la même chose que d'être sur uniquement de la gestion de fortune. Alors, l'innovation, elle va être intégrée si réellement elle fait partie d'une tendance, non pas de type produit financier, mais tendance de type, on va dire, économique. Et c'est pour ça que le private equity chez nous est introduit depuis de nombreuses années parce que c'est la création de valeur ajoutée de sociétés. En revanche, une crypto-monnaie, tant qu'elle n'est pas, on va dire, reconnue comme système de monnaie économique, ben voilà, on n'a pas, pris le 1er pas, on va dire, dans cette innovation-là. Et je voudrais citer peut-être un exemple, hein, des tendances qui ont, quand même touché ces dernières années. On a tous, eu cette accélération de la tendance de l'ESG après la crise du covid. C'était déjà existant, mais enfin en accélération forte après la crise du covid. On voit que ça a été intégré beaucoup trop vite. Il a manqué un cadre, des conditions, une harmonisation un peu des critères. On sait que ce sont des critères plutôt de type non financier, donc ça prend un certain temps avant vraiment d'harmoniser leur interprétation. Et aujourd'hui, les marchés ont été un peu trop vite et doivent revenir en arrière. Maintenant, on parle plus de d'ESG, on parle d'ISR, on parle de stabilité, on parle d'impact. Donc c'est simplement ce que je voudrais souligner par là, c'est que
non, on va pas être dans les premiers stades de l'innovation parce qu'il faut qu'avant tout, elle prouve que c'est une tendance sous-jacente macroéconomique qui va vraiment influencer le monde économique et financier dans lequel on est investi. Mmh. Et justement, les nouveaux clients recherchent, vous sentez qu'il y a une recherche quand même de plus de valeurs, d'éthique, lorsqu'ils investissent, qui souhaitent vraiment introduire ces critères, ESG? C'est assez accentué ou qu'est-ce que vous ressentez par rapport justement à ces nouvelles tendances? Alors, je pense que pendant longtemps, après cette crise de 2020, on a gardé les analyses qui nous permettaient de comprendre qu'on avait le même rendement en ayant des critères éthiques plus forts. Ce qu'on observe quand même depuis 2022, c'est qu'on n'a plus les mêmes rendements. Donc c'est un peu, pragmatique ce que je vais dire, un peu économique et malheureusement, la rentabilité qui prend un peu le dessus. Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment la clientèle qui veut uniquement investir dans ce type d'éthique. Peut-être au détriment d'un peu de performance à court terme, qui va émettre ce souhait-là, mais globalement, c'est pas non plus une vague, importante. Par contre, vous avez de plus en plus, de personnes qui veulent de l'impact réel et ça, ça se voit aussi au niveau institutionnel. C'est des institutions qui veulent non plus remplir des critères, ESG ou ISR, mais qui veulent avoir de l'impact avec leur investissement. Mais ça, c'est un autre stade également d'investissement. C'est être sûr que l'argent est vraiment au bon endroit, à la fin, c'est vraiment Exactement, et qu'on arrive à mesurer l'impact qu'il va avoir, soit en termes environnemental, soit en termes gouvernemental ou sociétal. oui, ben, non, Ouais. je rejoins totalement. On a naturellement des mandats ESG, à la banque. Maintenant, je sais pas si je ne pense pas que ce soit les mandats les plus, vendus ou souhaités de la part des clients. Je pense que les clients veulent quand même, voilà, de la performance. Et effectivement, si c'est à égal, ils vont le regarder, mais ils viennent pour la performance et de l'impact. Ouais, Je vous rejoins totalement. ouais. Alors on parle d'impact, on parle de normes ESG, comment trouver l'équilibre entre performance et responsabilité? Comment définir, des limites pour investir en respectant, justement ces normes éthiques et responsables, normes ESG, l'armement, la défense, comment en fait intégrer ces critères? Alors nous, on a naturellement une équipe d'investissement qui va faire des propositions, mais on en revient, je pense, aux questions de base. Il faut, je pense, très bien connaître son client et puis, ben, lui nous donnera les guidance, de ce qu'il souhaite faire et en fonction de ça, on proposera des mandats. Enfin, Oui, oui, des orientations d'investissement, je pense que oui, clairement. Mais ça doit répondre aux besoins du client avant tout. Heu, Oui, tout à fait. Et épargner ou investir, quels sont les défis pour les investisseurs? Saisissent-ils toujours la notion du risque? Est-ce que c'est difficile, en fait, un investisseur de lui expliquer la notion du risque? alors, c'est en tout cas un apprentissage à leur donner, c'est évident, et donc cette notion de risque, je pense, quand vous leur montrez, des variations de valeur du portefeuille, je pense qu'ils comprennent bien, hein, jusqu'où ça peut aller. Maintenant, je pense que le côté responsabilité, il est important, et je vais revenir là-dessus plutôt en tant qu'économiste, de nouveau. Hem, Aujourd'hui, la gestion de fortune doit prendre sa part aussi dans, l'investissement des projets de moyen long terme des économies. Quelque part, la richesse aujourd'hui, elle est détenue essentiellement par, déjà une tranche de la population démographique qui est vieillissante et qui finalement ne sera pas poussée à investir productif, et quand j'entends investir productif, c'est investir dans les entreprises, dans des projets de gouvernement, dans des grandes transitions dont on parle aujourd'hui, et donc il y a un rôle de responsabilité de les orienter sur ces investissants-là qui sont productifs et qui vont créer quelque part leur économie du lendemain et l'économie de leurs enfants. Donc
du risque là-dedans, bien entendu, tout entrepreneur qui va investir dans une société comprend ce que c'est que le risque de tout perdre. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est important de comprendre quand on investit son capital, c'est qu'on contribue à cette entreprise globale parce qu'on ne peut plus faire appel au gouvernement pour investir uniquement dans les projets de moyen long terme. Donc, comment leur faire comprendre ça? Ben, les mettre dans le rôle d'un entrepreneur qui doit décider d'investir pour l'avenir, l'avenir non pas juste d'une société ou d'une entreprise, mais d'une société en général. Et puis, ben voilà, après, les chiffres, je pense que tout le monde peut les comprendre. Ce qui est vrai, c'est qu'en général, les investisseurs ne perçoivent pas que parce qu'une bourse a perdu 10% et la valeur boursière de l'échange, on va dire, a perdu pour 10%, c'est pas pour autant que la valeur économique de l'entreprise aura perdu 10%. Et ça, bah, c'est dans le discours de rassurer le client dans ces phases de gros chocs qu'on a pu connaître ces dernières années. C'est notre rôle aussi d'aller les rassurer en leur expliquant que la valeur économique et la valeur en bourse, c'est 2 choses différentes. Oui, ça enfin, je Mmh. rejoins totalement, c'est l'éducation, ça passe beaucoup Ouais, par l'éducation tout à et puis comme on disait avant, enfin finalement, il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils pouvaient investir. Voilà, ils savaient qu'ils pouvaient épargner, mais l'investissement, c'était réservé à une tranche, voilà, bien spéciale et maintenant il y a vraiment cet accès et finalement, des fois le risque, c'est de faire ni l'un ni l'autre. C'est ni voilà, parce que finalement on perd quand même pas mal de pouvoir d'achat, hein, si on regarde la valeur de toutes les monnaies donc voilà, épargner, investir, je pense que voilà, ça passe beaucoup par l'éducation et expliquer, voilà, expliquer aux gens, et les risques, mais aussi les bénéfices. Et vous sentez les investisseurs réceptifs justement à ce sens de la Oui, responsabilité? Oui? oui, oui. Ah d'accord, très Beaucoup bien. beaucoup, je Ouais. trouve, sont demande enfin, finalement, sont Mmh, ils tendent demandeurs mmh. voilà, d'explications, voilà, ils veulent juste comprendre, heu, simplement comprendre. Et puis c'est leur contribution quelque part au développement de la société, donc je pense que oui, oui. Maintenant j'aimerais parler, du rôle de l'humain dans la gestion de fortune. À quel point les décisions d'investissement, sont-elles influencées par les émotions? Quel rôle joue le côté émotionnel, lors des prises de décision d'investissement? Alors, moi, je vais vous parler de mes tout débuts de carrière où, en tant qu'économiste dans la banque, j'ai souhaité essayer de comprendre quel était le poids, justement, du sentiment par rapport à l'économie, à la profitabilité des entreprises. Et bah, j'ai trouvé plus tard une étude d'UBS qui montre, que le poids du sentiment dans la décision dépend vraiment de la phase du cycle dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes plutôt dans un cycle mature, la fin d'un cycle, vous allez avoir beaucoup plus une décision basée sur les profits des sociétés. Vous allez avoir vraiment la rentabilité, on va dire, de l'investissement. Quand vous êtes dans des phases de décélération, de creux, voire même du début d'accélération, le sentiment peut atteindre 90% de la décision selon ces études-là. Et je pense que c'est vraiment ça qui est déterminant, c'est de dire, et c'est ce que nous, en jargon, on parle des multiples qui peuvent être affectés par des variables différentes. Et c'est vraiment important de comprendre que le cycle économique, même dans l'influence du sentiment, peut être important. Oui et c'est vraiment, je veux dire, pris à part entière maintenant par enfin, par le marché et puis les acteurs financiers puisqu'il y a des algorithmes, qui suivent en fait le sentiment, des consommateurs. Il y a des algorithmes qui arrivent à suivre si on est dans ce pays, ce jour-là, s'il fait beau, ce que va faire en fait l'investisseur. Donc ça devient de plus en plus, voilà, comme dit un multiple, ça devient un poids en tout cas ça devient des stratégies, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça devient carrément des stratégies de marché, le sentiment des investisseurs ou du consommateur. Et si je fais un peu un corollaire avec ce qui s'est passé en 2025, c'est très intéressant. C'est que vous avez eu tous ces phénomènes de court terme, on va les appeler comme ça, géopolitiques,
qui aurait dû complètement perturber le scénario économique et qui aurait dû finalement amener à les entreprises avec des résultats assez négatifs. Ça n'a pas été le cas. Mais par contre, le sentiment a quand même dominé leurs décisions d'investissement. Et on réalise que ce soit au niveau des sociétés cotées ou non, c'est que les entreprises, les entrepreneurs, et ça a été un peu le cas des investisseurs, ont reporté leurs investissements. Les seuls qui ont bénéficié d'investissements au cours de cette année 2025, en tout cas les 6 premiers mois, c'est tout ce qui est technologie de l'IA. Et ça, le corollaire entre l'économie et ce qui s'est passé sur les marchés est automatique. Et ça vous montre combien le sentiment, quand même, affecte un comportement d'entrepreneur comme un comportement d'investisseur financier. Oui, très intéressant. Ouais, c'est juste. Et j'aimerais savoir maintenant, en tant que conseillère, quelle est votre responsabilité à l'égard de vos clients, votre propre responsabilité? Alors, bon, nous, on est là pour servir, enfin, pour traiter on behalf of the client, enfin, vraiment pour les clients. Donc, je dirais que je sais pas si c'est une responsabilité, mais, on est là de temps en temps pour, faire amortir les chocs, justement, quand il y a des chocs de marché ou des volatilités extrêmes. J'avais envie de dire, c'est un peu, d'expliquer, de rassurer, hem et d'échanger simplement avec eux, en enlevant peut-être ce stress qu'ils ont en eux, voilà, de faire un peu l'éponge et puis parce il y a plein de choses qu'on a déjà vues, donc finalement, voilà, faut avoir une conversation et puis du coup, voilà, je dirais qu'une des responsabilités, en tout cas des traders d'une salle des marchés de banque privée, c'est voilà, de rassurer ou d'expliquer. Oui, moi, je vais renforcer ces aspects-là. Je pense qu'il est très important, surtout quand l'environnement a l'air tellement complexe et impossible à comprendre, ce qui est bien, c'est de simplifier. Simplifier justement les éléments de référence, bien comprendre qu'on est là pour comprendre aussi, mais pas pour se laisser inonder par cette complexité. Et donc leur expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, sur quelle base, quelle hypothèse. Donc le rôle de l'explication est déterminant parce que c'est celui qui va rassurer. Et donc moi, mon rôle en tant qu'économiste, c'est évidemment de rassurer dans les moments difficiles. Donc je vais vous dire qu'en bilatéral, je verrai les clients surtout dans des phases comme 2022 ou des phases un peu compliquées. Et sinon, c'est vraiment de les rassurer dans le sens où le processus est bien compris, les éléments sont bien intégrés. Et puis, dans cette complexité-là, on arrive quand même à frayer un chemin, une tendance sur laquelle on se tient. Mmh. Justement, quel rôle joue la réflexion, à long terme dans ce monde où tout est de plus en plus, à court terme, de plus en plus, donc axé sur le court terme? Moi, j'ai envie de dire qu'elle est déterminante. Pourquoi? Parce que vous voyez aujourd'hui, même dans les investissements financiers, que ce qui oriente la performance, ce sont les grandes transitions. Grandes transitions qu'on capte depuis des années, mais qui se sont accélérées. La transition démographique, qui nécessite quelque part que cette IA, qui n'est pas qu'une innovation, devienne réellement une tendance parce qu'elle va solutionner certains problèmes de la réduction du marché du travail. Cette réduction du marché du travail, elle a des effets aussi énorme sur la répartition des richesses et sur le type de consommation qui va se faire en fonction de la démographie. Donc, on est vraiment dans le structurel à plein. Et puis, vous allez rajouter cette transition climatique, énergétique, de dépendance qui a été vraiment alimentée par les différentes crises récentes entre la dépendance à la pharma, à la santé, la dépendance à l'énergie, maintenant la dépendance aux États-Unis et finalement à l'IA. Et ça, ce sont des grandes tendances qui se sont construites. Donc, je dirais que c'est encore plus déterminant aujourd'hui que par le passé où le cycle était beaucoup plus dynamique, on va dire. Aujourd'hui, la démographie définit beaucoup de choses et probablement le fait que le cycle soit moins intense, soit moins abrupt dans ses mouvements.
Et je voulais vous demander, s'il y a des différences, entre les décisions d'investissement, des femmes par rapport aux hommes? Voilà, les femmes ont vraiment besoin de comprendre le risque. Alors on entend souvent que les femmes, elles n'aiment pas le risque et en fait, si elles le comprennent, elles ont pas de problème à l'attraper ou à le gérer, mais elles ont besoin de le comprendre et je pense que ça passe aussi, on en revient sur le terme de l'éducation, mais il faut expliquer les choses et voilà, là, je pense que la grande différence entre les hommes et les femmes, c'est que nous, on a besoin de le comprendre et puis j'ai vu, dernièrement une étude qui disait que, pour revenir au private equity, que finalement, 49 de femmes investies dans le private equity, contre 35 des hommes. Alors qu'on pourrait se dire: «Ben, non», enfin, si on y pense comme ça, à haute voix, on se dit, Intuitif, oui. voilà, on se dit: «Non, généralement, Mmh. ce serait l'inverse» et ben, non. Donc comme quoi, voilà Mmh. et je pense que les femmes, c'est vraiment un sujet qu'il faut, plus qu'approfondir, hein, puisqu'il y a ce grand transfert générationnel qui est en train de se faire et les femmes, on s'attend qu'elles vont avoir 45 en fait, de ce transfert d'ici 2030, donc de toutes les richesses mondiales et donc du coup, je pense qu'il faut s'en intéresser. Mmh. Et comment vous expliquez justement ce phénomène que les femmes sont plus intéressées à investir dans le private equity? Bon, je pense qu'il y a comme à ce qu'on disait avant, je pense qu'il y a aussi l'accès, Mmh. la démocratisation de la finance et puis j'ai envie de dire le private equity finalement, on va leur expliquer ce que fait cette compagnie. Donc elles vont pouvoir, diguer, elles vont pouvoir étudier, elles vont pouvoir l'apprivoiser et donc du coup, elles vont savoir dans quoi exactement est-ce qu'elles mettent leur argent. Alors que peut-être en bourse, je ne sais pas, c'est peut-être plus abstrait ou peut-être que, pas moins d'éducation, mais voilà, peut-être qu'elles ont plus à apprendre encore dans ce secteur-là, alors que voilà, quand c'est dans une compagnie, je pense qu'elles l'ont étudié, elles le connaissent bien et là, elles savent, pour parler d'impact, comme on disait tout à l'heure, là, elles savent que si elles vont investir dans cette compagnie, la compagnie est censée donner l'impact elles vont recevoir l'impact qu'elles ont mis dedans, si on peut dire ça comme ça. Partagez cet avis? Oui, moi j'ai envie de dire, c'est vraiment la continuité de ce que vous dites, c'est qu'on va préférer construire la performance à moyen long terme, et que le private equity finalement vous êtes bloqué pendant 10 ans, donc vous êtes confiant par rapport à cette construction de performance versus un investissement plus impulsif et je pense que c'est là où très probablement il y a des grosses différences. Le label bon père de famille est peut-être un petit peu plus adapté à la femme qui investit aujourd'hui que plutôt au niveau masculin. Donc je crois que ça doit être une caractéristique et je reviens sur le point très important que vous mentionnez, c'est qu'aujourd'hui, les femmes vieillissantes, vieillissent plus longtemps que leurs, conjoints, donc se retrouvent avec des capitaux à gérer et c'est très important de pouvoir, s'adapter à leur compréhension de ce monde parce que, si elles n'ont jamais touché à ce monde-là, elles ont besoin d'explications en détail de nouveau, pour les rassurer, pour savoir qu'elles investissent sur du moyen long terme et que finalement les risques qu'elles prennent, ce sont des risques, mesurés. On parle de 18 000 milliards de dollars, que les femmes détenaient en 2023 et on s'attend à 34 000 milliards de dollars d'ici Ouais, 2030. ouais. Donc ce transfert générationnel, il est là, Mmh. et effectivement, je pense que, le système financier, les banques, voilà, doivent vraiment, en tout cas s'y intéresser. Et on ne peut pas parler de stratégie d'investissement sans évoquer, justement, on a évoqué un peu plus tôt, les nouveaux outils. Quel rôle jouent aujourd'hui, les données, l'automatisation ou l'intelligence artificielle, dans l'élaboration des stratégies? Constituent-elles plutôt une aide précieuse ou, une menace sérieuse, selon Bon vous? alors, nous au trading, comme je vous le disais avant, on a commencé par des tickets, tickets roses et bleus, Mmh. et maintenant on est, je veux dire que tout est automatisé, mais une grosse partie du flux est automatisée, en tout cas tous les petits ordres, maintenant tout va dans les systèmes. Mais voilà, c'est quand même l'humain qui a mis les règles de qu'est-ce qui peut être automatisé ou pas. Moi je le prends enfin nous on le prend vraiment comme une aide, en tout cas la salle des marchés, mais l'humain est très, très important dans ce processus parce qu'on a justement défini les règles. Il y a pas tout qui peut passer dans des algorithmes et c'est très important d'avoir, finalement l'humain, qui est là pour traiter les voilà, les ordres un petit peu spéciaux,
pour arrêter quelque chose qui ne va pas, lors de fortes volatilités, de pouvoir dire stop. On revient à du manuel, pur et puis, bah, voilà, comme je dis, il y a pas toutes les classes d'actifs qui peuvent, être mis dans des tuyaux et on essaie justement de se dire que, bah, en tant que banque privée, on n'est pas une banque digitale, donc le client, c'est pas un data dans un algorithme, c'est vraiment quelqu'un derrière et je pense que tout ce qui est AI automation est là pour nous aider, mais que l'humain restera, très important. Mmh. Et pour vous, Valérie? Oui, alors moi, je suis vraiment, je pense que l'esprit critique et la curiosité de l'être humain, tant qu'elle ne sera pas remplacée par l'intelligence artificielle, elle reste indispensable et quelque part, on connaît depuis de nombreuses années une gestion quantitative, hein, qui a fonctionné en parallèle avec la gestion plutôt, je ne sais pas si on ne peut pas l'appeler quantitatif parce qu'elle est quand même soutenue par une série d'instruments, quantitatifs. Mais ces 2 types de gestion peuvent continuer à travailler ensemble. Le risque de l'IA, c'est que probablement vous allez être alimenté, si vous êtes sur un système global, par de l'information qui sera commune, qui sera un peu trop, systématique et donc c'est pour ça que l'idée de l'esprit critique derrière est toujours aussi importante et n'a pas disparu en tout cas par le type de langage qu'on développe aujourd'hui. Maintenant, quand la technologie quantique, s'en mêlera, peut-être que ça changera encore la donne. Mais pour l'instant, je pense que c'est un gain de temps. Vous parliez de vos tickets. Moi, j'ai commencé en dessinant des courbes sur du papier millimétré et l'IA, si elle pouvait me sélectionner et me faire ma présentation, dans la demi-heure, alors qu'on passe beaucoup de temps à retrouver un peu, tous nos schémas qu'on a construits précédemment. Donc je pense que pour beaucoup de métiers, c'est une aide énorme. C'est d'ailleurs en tant qu'analyste et économiste, très probablement une source de productivité, qui sera très importante dans le futur et qui est importante. Pourquoi? Parce que vous avez une démographie qui est en réduction, même dans certains pays. Donc on a besoin de solutions et l'IA très probablement peut aider énormément. Maintenant, il y a plein d'analyses, hein, qui suppriment, enfin qui montrent que certains emplois sont déjà menacés par cette IA, c'est vrai. Mais quand vous écoutez, nombre de spécialistes et liés au service à la personne, que ce soit le banquier, le notaire, ils se plaignent tous de ne pas avoir assez de temps avec leurs clients et de faire beaucoup trop d'administration. Donc, prenons déjà, tous les effets de l'IA à ce niveau-là et je pense que ça vaut la peine de l'intégrer et surtout de devenir complémentaire à ce type d'instrument supplémentaire. Je vous remercie. Maintenant, j'aimerais revenir, terminer en fait avec une dimension personnelle, du fleuve. Que signifie pour vous le fleuve, la rivière en tant que symbole? Je dirais la continuité, ben, pour revenir à ce qu'on disait tout à la base, ben, c'est un peu comme la vie, je veux dire, il y a des moments calmes, il y a des remous, il y a des tempêtes, voilà, il faut réussir à naviguer, garder le cap. Mmh. Voilà, peut-être simplement garder le cap et puis chaque, mouvement a son lot de surprises Mmh. et puis du coup de découvertes et ça, c'est super. Et si votre carrière, était une rivière justement, elle serait, calme, sinueuse, sauvage avec des rapides? Comment vous avez un Moi, elle exemple? serait plutôt cascade, eau mouvementée, tonifiante. Mmh. Je pense que ça construit les forces de résilience, et puis pour avoir, comme je le disais aussi tout à l'heure, hein, l'accès à une stabilité qui est, le fleuve qui tombe dans le grand lac ou dans la mer, mais qui peut aussi être, hein, secoué par des vents contraires. Donc non, certainement pas un fleuve tranquille, mais un fleuve tonique. Lorsque le courant va contre vous, où puisez-vous votre énergie? Alors moi, je reste pas sur l'eau, je vais sous l'eau. Non, je nage, voilà, je nage tous les matins, très, très tôt avant d'aller travailler. Donc voilà, c'est une de mes grandes sources d'énergie,
Ah ben, moi, je vais vous conforter. Je prends une douche froide tous les matins pour retrouver l'énergie et un bain dans le lac calme et ensoleillé dans les eaux froides. Donc oui, c'est En vraiment plein hiver aussi, source c'est déjà d'énergie l'eau, importante. très belle source d'énergie. Ouais. Et est-ce qu'il y a un conseil, qui vous a le plus marqué ou plus aidé dans votre carrière? Si vous avez peut-être un conseil à partager avec, nos auditeurs? Alors moi, je me dis toujours que j'ai la chance de me lever le matin, et d'aimer ce que je fais. Voilà, je trouve que c'est une passion et en plus, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, ni, la prochaine heure d'ailleurs et donc voilà, je trouve qu'il faut aimer ce qu'on fait et voilà, du coup, quand on le fait, on essaie de bien le faire. Mais voilà, si on peut être passionné de ce qu'on fait, c'est super. Vous, quelle est votre plus grande source de motivation dans votre métier? Oui, alors, oui, pour moi, je vais c'est un peu une redite, hein. C'est réellement le le changement perpétuel, la remise en question perpétuelle de tout ce qu'on a appris et puis en permanence de l'appliquer au contexte, qui nous entoure. Donc c'est une renaissance tous les jours, hein, finalement. Alors, est-ce que c'est un conseil que j'ai reçu? Non. Est-ce que c'est un conseil que je donne? Moi, ce que je donne comme conseil, c'est malgré, tous les tumultes qu'on peut avoir autour de soi, c'est toujours veiller à son professionnalisme, s'alimenter, soi-même au niveau de sa compétence et de son professionnalisme et ça, on l'emporte partout. Être agile. Oui. Ouais. Merci Valérie Noël, merci Valérie Lemaigre pour votre passionnant éclairage concernant la gestion de fortune. Mon nom est Karine Riel. Je vous remercie pour votre écoute et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain podcast qui sera consacré au bilatéral 3.